Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Si vous suivez le moindrement l'actualité canadienne, vous avez probablement entendu parler de la découverte de corps de 215 enfants autochtones dans une fosse commune d'un pensionnat en Colombie-Britannique. La nouvelle a ébranlé, bien entendu, le pays en entier. Pour ceux qui ne seraient pas au fait de cette triste page de l'histoire coloniale du Canada, laissez-moi vous expliquer un peu de quoi on parle. Le gouvernement a mandaté l'Église catholique pour gérer des écoles, des pensionnats, boarding schools en anglais, où littéralement on allait sur les communautés autochtones, sur les réserves, on prenait les enfants avec ou sans le consentement des parents. Si les parents ne voulaient pas, on les envoyait en prison. Donc on volait les enfants, on les embarquait dans un avion, on les envoyait dans des écoles à des centaines de kilomètres de chez eux où ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, on leur enlevait leur culture. Pour vous donner une idée, là, quand ils descendaient de l'avion, on leur donnait un numéro et ce numéro-là, c'était leur nom pour le restant de l'année scolaire. Donc, si tu es le 23e à débarquer, ben, tu vas t'appeler 23 pour le restant de l'année scolaire. La mission non cachée de ces écoles-là, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, littéralement, on voulait assimiler toutes les personnes autochtones du pays pour un peu les faire disparaître. Et là, je vous épargne tous les sévices, abus et attouchements que ces enfants ont subis dans ces établissements. Le dernier pensionnat qui a fermé ses portes, c'est en 1996. Pas 1800, là. 1996. J'avais 10 ans. Donc, pendant que moi, à 10 ans, petite fille heureuse, j'allais à l'école, ben, il y avait d'autres enfants de 10 ans un peu partout à travers le pays qui avaient été arrachés à leur famille puis qui subissaient ces traitements d'enfer dans des établissements dont la mission a été qualifiée par l'ONU de génocide pur et simple. Pourquoi je vous parle de ça? Ben parce que ça me touche, parce que je trouve ça ignoble et inhumain qu'encore aujourd'hui, les communautés autochtones, les peuples autochtones du Canada soient toujours, et là je reprends les mots de mon invité, l'entité manquante autour de la table. Vous allez comprendre en voyant l'entrevue. Je vous parle de ça parce que je peux pas faire grand-chose pour aider la situation. Mon humble petite contribution, c'est de vous faire connaître, d'utiliser un peu la tribune que j'ai ici avec vous pour vous faire connaître ce côté-là de l'histoire du Canada, l'histoire du pays qu'on n'enseigne pas toujours dans les écoles, que vous savez peut-être pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'adresser à vous, chers immigrants qui choisissez le Canada pour venir vous établir, qui voyez souvent le pays d'un œil un peu idéalisé. Et là, je dis le Canada, mais le Québec n'est pas en reste. Il y a eu des pensionnats autochtones dans toutes les provinces, au Québec aussi. Donc, c'est ça. Loin de moi l'idée de surfer sur la vague pour gagner des vues. Si vous n'avez pas vu la présentation que j'ai faite de Samian, je vous encourage à aller voir ça. C'est vraiment pour découvrir l'ampleur de l'homme et tous les talents de cet artiste pluridisciplinaire. Mais donc, quand j'ai fait la présentation de Samian, j'avais déjà enregistré l'entrevue. Ça a été tourné au mois d'avril, donc ça fait longtemps que c'était prévu, mais je trouve que le timing est vraiment parfait pour vous, tu sais, avoir l'occasion de vous faire entendre le point de vue, la vision d'une personne issue d'une de ces communautés. Donc, sans plus de préambule, je vous présente l'artiste Anishinaabe, Samian. Bonjour Samian, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Un plaisir, merci. Merci de l'invitation. Donc, tout d'abord, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous parler de toi, d'où tu viens, dans quelle culture tu as grandi? Je m'appelle Samian, je viens d'Abitibi. J'ai grandi dans la communauté Anishinaabe de Picogan, en Abitibi. Et voilà, je suis un père de famille, je fais de la musique, je fais du cinéma, je fais de la télé, je fais de la photo. Euh, voilà, je m'amuse. Je suis un Artiste passionné. pluridisciplinaire. Ouais, je suis surtout passionné en fait. Je pense que c'est de toucher à plusieurs disciplines dans le monde des arts. C'est vraiment une question d'être vraiment passionné à la base. Ouais. Mhm. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à choisir une carrière publique, une carrière artistique? On choisit pas tant. Je pense que quand on choisit de s'exprimer à travers un médium comme ça, à travers la musique, à travers la poésie,
il y a tellement d'artistes, il y a tellement de gens qui ont énormément de talent, qui vont rester dans l'ombre. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de talent, puis qui vont... tu sais, je pense qu'il y a tellement un mélange entre des vedettes puis les artistes aujourd'hui. Puis il faut comprendre que ce milieu-là, il y a des vedettes qui ne seront pas artistes et il y a des artistes qui ne seront jamais vedettes. Mais Mhm. je pense que de se faire entendre, de se faire comprendre, c'est 10% de talent et c'est 90% de travail. Puis très tôt dans ta carrière, tu as été... on t'a donné le rôle d'ambassadeur un peu des Premières Nations. Tu es d'une communauté algonquine. Donc, est-ce que c'est un rôle que tu as choisi ou ça t'a un peu été imposé? Ben ouais, on me l'a imposé, oui, j'ai pas choisi. Écoute, à la base, c'était vraiment personnel, c'était vraiment, j'avais envie d'exister, de m'exprimer en fait. Moi, c'était d'abord et avant tout ça. Je commençais à écrire à l'âge de 12 ans et ça fait 25 ans aujourd'hui que j'écris de la poésie. Et, et aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui sont dans les manuels scolaires de secondaire 1 à secondaire 5, dans les cégeps, dans les universités, partout au Canada, aux États-Unis. Et mes textes sont étudiés dans des niveaux scolaires que moi-même, je ne suis pas allé. Tu sais. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment spécial. Ça vient avec une responsabilité. Je pense que c'est Mhm. là où je réalise que ça a dépassé la musique. C'est vraiment aller au-delà au-delà de la musique. Mais écoute, Félicitations, en tout cas, c'est vraiment un bel accomplissement. ben, c'est énorme. Tu sais, mon plus vieux, Malik, mon grand garçon, il rentre en secondaire 2, puis tu sais, des fois, il m'appelle, il dit Hey, il dit, papa, on parle de toi aujourd'hui à l'école, ou tu es dans mon manuel d'école. On se fait pas l'idée, là, on se fait pas Ouais, ça. Ouais. tu dois être vraiment fier, là, c'est super. Ben, c'est un bel accomplissement. Peux-tu nous parler un peu de ta culture? À quel point la culture traditionnelle est encore présente? D'où tu viens? À quel point tu as grandi avec ça? Ben, il y a quand même une grande différence entre la culture et de grandir sur une réserve indienne. Je pense qu'une réserve n'a rien à voir d'un côté culturel ou ancestral ou quoi que ce soit. Les réserves ont été imposées. Ça a été une façon de sédentariser des nomades. Mhm. Donc, c'est quand même difficile, notre génération, de se dire quand même, on est proche de notre culture parce qu'on a eu le privilège de connaître Moi, j'ai eu le privilège de connaître mes arrière-grands-parents, ma grand-mère qui est toujours évidemment en vie, mais tu sais, on entend parler de notre histoire et moi, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc, c'est vraiment le privilège d'avoir été à la chasse avec mes arrière-grands-parents, d'avoir été dans le bois, d'écouter leur histoire, la langue aussi, la langue Mhm. algonquine, qui est quand même menacée, qui est très fragile aujourd'hui. C'est tout ce mélange-là. Je pense que notre culture fait partie, c'est ça, c'est linguistique, et c'est ça, c'est de comprendre son histoire. Mais je pense qu'on est très... je fais beaucoup de conférences dans les écoles pour justement parler d'identité. Et tu sais, dans les écoles, on enseigne encore que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, tu sais, pour moi, il y a toujours une décolonisation à faire Mhm. aux plus jeunes et dans le système d'éducation. Mais non, je suis proche de ma culture, oui, parce que ça m'intéresse et je veux réapprendre la langue à travers la musique. C'est vraiment de cette façon-là que je le fais. Et tout fait que, mais quand tu dis que tu viens d'une réserve indienne, tu es quand même là où on a voulu te déraciner, là où on a voulu t'arracher ta culture, en fait. Mhm. Donc, c'est toujours une façon de réapprendre sa culture et de connaître l'histoire. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout se réapproprier sa culture. Ouais. Mhm. Puis tu parles de la langue, toi, tu es francophone de naissance, là, c'est le français que tu as appris. Tu as dû réapprendre l'Anishinaabe avec ta grand-mère, auprès de ta grand-mère? Au départ, ouais, ouais, complètement. Ça a vraiment été il y a 15 ans, quand j'avais fait mon premier album, c'était drôle parce que je travaillais avec ma grand-mère. On s'envoyait des courriels, et puis elle traduisait les textes. On le faisait aussi ensemble. C'est drôle parce qu'elle écoutait mes maquettes. Mhm. Quand j'étais en studio, aussitôt que j'enregistrais une chanson, j'y envoyais. Puis, je me rappelle,
le premier ou le deuxième album, elle venait de s'acheter une auto flambant neuve, puis elle se promenait dans la ville d'Amos en plein été, les fenêtres baissées avec du rap dans le tête. Je pense que Grand-mère badass. ah là, c'est la grand-mère la plus cool. Mais c'est ça, fait que je travaille avec ma grand-mère de cette façon-là. En ce moment, je travaille avec des professeurs avec qui que j'avais à l'école primaire à Picogan pour la traduction pour mon cinquième album. En fait, j'ai choisi de le faire entièrement en algonquin. Fait que Wow. c'est vraiment un retour aux sources et c'est vraiment une belle façon là, c'est une belle façon de réapprendre ça. Ouais, Ben parce oui, que c'est c'est génial. exact. Est-ce que les écoles, ça se fait en algonquin ou c'est plus en français? C'est en français, on a vraiment les réserves ont le système d'éducation du Québec ou Mhm. provinces qui sont où se retrouvent les réserves. Donc, mais il y a quand même des cours algonquins pour les plus jeunes. OK, Ouais. super. Je voulais aborder la notion d'appropriation culturelle. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu as vu passer, il y a une publicité d'une agence de publicité de Colombie-Britannique, je pense, qui disait les pour et les contre, venez vivre au Canada. Les pour, on a de la bonne poutine, goûtez notre poutine. Puis les contre, c'était il y a beaucoup de francophones qui vivent ici. Puis moi, ça m'a vraiment heurté, tu sais. Tu peux pas avoir la poutine si t'as pas les francophones. Mais ça me fait toujours penser, quand on parle des Premières Nations, des peuples autochtones, l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui revient tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent chez les gens, d'avoir l'impression de justement ça être fait instrumentaliser, ou tu sais, il y a plusieurs symboles ou traditions, les colons n'auraient jamais survécu sans le savoir des gens qui étaient ici avant qu'ils arrivent, tu sais, que ce soit la faune, la flore, les lieux ou même le sirop d'érable qui est le symbole du Québec. Puis dans le fond, ça vous appartient d'un côté. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent, cette espèce de ressentiment-là? Ben, du ressentiment, je crois pas. Je pense qu'on a vraiment prouvé à quel point on est des peuples très résilients, on a une culture très pacifique aussi. Mm. Les Premières Nations au Canada, on réalise à quel point on est un peuple extrêmement pacifique. Mais c'est ridicule tout ça. C'est vraiment ridicule. Et moi, je trouve, je regarde ça d'un point de vue extérieur des fois, puis je suis comme, il y a encore cette guerre-là entre francophones et anglophones. Je veux dire, au Québec, c'est la même chose, que ce soit dans l'Ouest canadien. On est toujours l'entité manquante autour de la table. Donc, on parle du fédéral, des provinciales, mais on consulte pas les Premières Nations quand vient le temps de parler de développement de notre pays. Même chose du côté linguistique, c'est les Français contre les Anglais et on oublie les langues autochtones. Donc, il manque toujours un représentant autochtone autour de la table des négociations quand vient le temps de parler d'éducation, quand vient le temps de parler de développement territorial, d'exploitation, toutes ces choses-là. Je veux dire, il y a toujours l'entité manquante autour de la table. Donc, moi, je pense que ça, c'est un gros problème qu'on a au Canada. Je veux dire, c'est pas seulement une guerre de Français ou d'Anglais. Je veux dire, il y a des dialectes autochtones. Au Québec, il y a 11 nations autochtones différentes. Et on peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, je pense que on est les racines de notre pays. Je pense qu'on se doit d'expliquer aux Canadiens français, aux Canadiens anglais, de dire, écoutez, de temps en temps, c'est peut-être important de revenir à ses racines et de comprendre d'où on vient. Et c'est là qu'on voit encore la mentalité coloniale, la mentalité paternaliste avec la loi sur les Indiens qui existe au Canada. Donc, pour moi, non, moi, il est là mon combat. Moi, c'est ce que j'ai choisi de défendre. C'est toute cette injustice-là. C'est tout ce côté-là qu'on choisit de ne pas aborder sur la place publique. Puis je pense que dans les écoles, les jeunes sont de plus en plus curieux aussi. Ils veulent en apprendre. Ils veulent comprendre aussi c'est qui nos voisins. Je veux dire, on se côtoie, on vit ensemble. Les relations existent. Socialement, ça avance. Politiquement, malheureusement, ça recule. Puis ça me fait toujours penser, comment tu réussis, toi, à concilier tes deux identités? Tu sais, t'es francophone, t'es québécois, mais t'es algonquin en même temps. Comment tu réussis à concilier tout ça? Ben, plus jeune, c'était très difficile parce que quand j'étais sur la réserve, jeune, moi, les jeunes, je me faisais battre parce que pour eux, j'étais un blanc. Et quand j'allais en ville chez mon père, je me faisais battre parce que j'étais un Amérindien. Donc,
ça brise un enfant, ça brise quelqu'un, mais en grandissant et à travers l'écriture aussi, quand j'ai quitté Picogan, j'étais à Sherbrooke, c'est là que d'ailleurs qu'on s'est connus. Pour nous, ça a été les plus belles années de notre vie, tu sais, en famille, on était toute la famille qui a déménagé à Sherbrooke, on a connu autre chose et quand j'ai commencé à écrire en arrivant à Sherbrooke, ben, c'est comme si tous ces morceaux-là qui s'étaient brisés à l'intérieur de moi, mais à travers l'écriture, j'ai découvert que j'avais beaucoup plus en commun entre mes deux cultures que de différences. Et pour moi, tous ces morceaux-là, c'était de les reprendre et de construire un pont entre deux nations qui s'ignorent tout simplement. Et quand j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, j'ai rencontré Biz de Locolocas. Mhm. On a fait une chanson ensemble qui s'appelle La paix des braves. Et c'était vraiment une façon de créer un pont. Et moi aussi, en tant que métis, pour moi, le but, c'est d'incarner un pont entre deux cultures. Et c'était pas de choisir entre être 50% un et 50% l'autre. Non, c'était aussi une façon de me dire je suis 100% un et 100% l'autre. Mhm. C'est fascinant. Plus directement dans la langue, est-ce qu'il y a une structure ou une expression qui existe en Anishinaabe qui t'a surpris ou qui est cocasse ou En fait, l'algonquin, il faut comprendre que c'est une langue imagée. C'est une langue qui est très imagée. On ne peut pas traduire littéralement ce qu'on dit. Fait que moi, c'est là où je m'en rends compte. C'est quand je fais la traduction de mes textes avec sur ma grand-mère ou quelqu'un au village, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est souvent ça, en fait. C'est pas qu'est-ce que tu es en train de me dire là ou qu'est-ce que tu es en train d'écrire. C'est vraiment c'est quoi ton intention derrière ça? Donc, la langue, c'est des langues de bois, c'est des langues qui étaient utilisées en forêt, c'est des nomades qui parlaient l'algonquin de cette façon-là. Puis aujourd'hui, tu dois traduire ce que tu vois. Donc, la première fois que ma grand-mère, mon plus jeune, qui ont vu des télévisions, par exemple, ou un ordinateur, c'est comment on traduit ça, en fait. Et les mots deviennent interminables parce que moi, je ne connais même pas ce vocabulaire-là parce que eux vont traduire, par exemple, oh, c'est une grosse boîte à images et c'est comme ça qu'eux le perçoivent, et les aînés, donc, qui réinventent la langue. Donc, les langues autochtones évoluent avec ce qui se passe autour de nous, avec la technologie, parce que, bon, quand tu vivais en forêt, et c'est pas si loin que ça, là, je veux dire, ceux qui étaient réellement nomades, avant les réserves, qui étaient fin des années 50, début des années 60, les gens ne parlaient pas, n'avaient pas la technologie qu'on voit aujourd'hui pour parler les langues autochtones. Donc ça me fascine à chaque fois de voir que tout le monde doit réinventer la langue et doit... Fait que c'est vraiment descriptif, dans le fond. Tu décris l'objet qui est là, puis ça fonctionne. Toujours, toujours. Et c'est animé, inanimé. Il y a plein de subtilités. On a 13 lettres aussi dans l'alphabet, donc il y a beaucoup de mots qui... En fait, c'est pour ça que je m'appelle Samian. C'est tout simplement le fait que mon prénom sur mon certificat de naissance, c'est Samuel. Mais il n'y a pas de L et il n'y a pas de U en algonquin. Donc, ça se prononce Samian. Donc, OK. c'est pas un nom d'artiste, c'est pas un nom de scène, c'est pas un nom. C'est juste qu'un Algonquin qui veut prononcer Samuel va prononcer Samian. Tu as gardé le nom qui est représentatif plus de ta langue, de ta culture. C'est génial. Prochaine question. J'ai regardé ton émission En marche du monde. Tu as animé. Hein. Parmi les choses que tu fais, les mille et une choses, il y a animateur, puis c'est une série à TV5 Monde. Pour les gens de la chaîne, je vais vous laisser un lien dans la description. Fait que tu te promènes un peu partout dans le monde, puis tu rencontres des gens qui vivent un peu en marge de la société. C'est vraiment super intéressant, là. Vraiment, c'est cool, puis ça doit être vraiment le fun à tourner d'aller rencontrer tout ce monde-là. C'est tellement enrichissant, c'est vivant, c'est des gens qui... Moi, j'ai lu une phrase plus jeune dans un livre, puis je ne me rappelle pas l'auteur, mais il y a juste les poissons morts qui suivent le courant. Et ces gens-là incarnent le changement qu'ils veulent voir dans leur vie. Moi, c'est ce qui me fascine à chaque fois, et ça a tellement remis beaucoup de choses en perspective dans ma propre vie, dans ma famille aussi. Je reparle toujours. À chaque fois que je revenais à la maison, je reparlais de tout ça avec ma femme. J'étais comme, écoute, on peut faire ça avec nos enfants. On peut éduquer nos enfants de cette façon-là. On peut... Il y a tellement de gens inspirants à travers tout ça.
Mais au travers de tout ça, on voit vraiment que tu as une spiritualité très riche, tu es très ouvert. Puis, tu sais, je t'ai suivi un peu sur les médias sociaux, je pense que tu as une foi que tu exprimes. Puis là, tu n'es pas obligé de me répondre si tu trouves que c'est trop personnel, mais tu sais, on sait avec la religion catholique a été quand même rough là, avec les peuples autochtones, les Premières Nations. Fait que tu trouves pas ça un peu contradictoire d'un peu de continuer dans cette foi-là? Est-ce que ça t'a déjà, est-ce que tu as déjà eu de la difficulté à l'accepter ou Jamais, non? jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas confondre religion et spiritualité non plus. La religion catholique, je ne crois pas tant à la religion. En fait, j'étudie la Bible depuis longtemps. Ma foi, elle n'est pas religieuse. Je me dis chrétien et parce que je suis chrétien. Chrétien, c'est simplement de choisir de suivre Christ. C'est la définition même du mot chrétien. Donc, pour moi, quand on se met à étudier l'Évangile euh, et la vie de Jésus-Christ, c'est l'homme et c'est le plus grand révolutionnaire que la Terre a connu. Et on porte rapidement des t-shirts de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, des gens qui ont marqué l'histoire. Et on oublie même que ces gens-là, qui ont été des grands révolutionnaires, se sont inspirés même de Jésus-Christ. La religion catholique, ils font tout le contraire de ce que la Bible raconte. Quand tu lis l'Évangile, Jésus-Christ disait aux religieux, il dit, vous êtes vraiment une bande d'hypocrites. Là. Vous faites Ah ça ouais. pour paraître, vous faites ça. Ben oui, je veux dire, la base même les pharisiens dans l'histoire de la Bible, c'est les religieux. C'est vraiment les religieux. Puis Jésus leur disait, vous êtes des hypocrites, vous faites ça pour le regard des autres. Dieu regarde le cœur. Et le gros problème de tout ça au Québec, c'est que l'État a donné la responsabilité à l'Église catholique d'éduquer et de prendre le pouvoir. C'est la plus grosse erreur qu'il y a pu avoir au Québec. Et les gens se sont rebellés par rapport à ça. On est le seul endroit au monde où on utilise des termes bibliques pour blasphémer. Mhm. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est vraiment un acte de rébellion par rapport à l'État, par rapport à ça, mais la foi n'a rien à voir avec tout ça. Et ce que je trouve beau des chrétiens, c'est la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et c'est très proche de la culture autochtone. Les Autochtones avaient compris ça. Les Autochtones c'était des cultures, c'était animiste, en fait. C'était Oui. vraiment La toutes les... nature, les éléments, Exactement. les ancêtres. Oui, et tous les premiers peuples de la Terre ont reconnu la puissance de Dieu. Et ça, ça vient pas de l'Église catholique. La seule différence, là où quand il y a des gros débats par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité, c'est Jésus-Christ. C'est dans tous les... qu'on lit le Coran, qu'on lit la Torah, et c'est des choses que j'ai vraiment... que j'aime étudier. J'ai lu la Torah, oui, qui est les 5 premiers livres de la Bible, mais j'ai lu le Coran aussi et le Nouveau Testament, et Jésus vient trancher à chaque fois. Donc, quand on se dit chrétien, pour moi, c'est ça, c'est de suivre l'exemple c'est le premier féministe, c'est le premier révolutionnaire, c'est le premier homme à avoir voulu rassembler tout le monde et non créer des divisions comme la religion le fait. Mhm. Oui, vraiment garder la distinction plus entre spiritualité puis religion. Merci d'avoir répondu à cette question bien personnelle. Puis, je ne veux pas te voler plus de ton temps. En terminant, on a l'impression que peu à peu, les mentalités commencent à s'ouvrir. On voit de plus en plus, en tout cas, moi, je l'ai perçu vraiment plus dans les dernières années, beaucoup plus de présence d'artistes autochtones ou on dirait que les gens sont de plus en plus conscients. On peut penser juste le Félix, artiste autochtone qui est apparu en 2019, puis Elisapi, une chanteuse Inuk qui l'a gagné l'année dernière. Où, tu sais, la dernière fête de la Saint-Jean, il y a eu une grande place aux Premières Nations. Il y a un beau monologue sur les rivières avec, bon, plein de langues autochtones qui ont été intégrées aussi. Est-ce que tu es optimiste quand tu vois ça ou ça peut être de l'opportunisme aussi? Tu sais, des fois, il y a une mode qui apparaît puis les gens surfent un peu là-dessus, mais est-ce que tu penses que les mentalités changent vraiment? Ben oui, ça change. Moi, que juste dans les 15 dernières années, quand j'ai commencé il y a 15 ans,
Écoute, les gens ne connaissaient pas, là. Les gens, les gens étaient vraiment. Moi, je le vois parce que je le vois de proche. C'est vraiment, quand je fais des concerts, de voir autant d'Autochtones et de non-Autochtones se réunir un soir pour venir voir un concert. Ça, c'est pour moi, c'est toujours mission accomplie de dire, Mhm. écoute, on peut vivre ensemble. Et socialement, comme je te disais tantôt, socialement, on avance beaucoup. Il y a une grande ouverture. C'est souvent au niveau politique et c'est souvent quand on parle des fonctionnaires, quand on vient de temps de changer des lois, des choses comme ça. Le problème reste la loi sur les Indiens. Elle est sous la Constitution, la Confédération canadienne. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur politiquement et pour tous les politiciens de venir faire un, et c'est pas de mauvaise foi, là, souvent. Mhm. C'est une question que notre histoire, elle est comme ça. Je veux dire, le Canada a vraiment été fondé sur la loi sur les Indiens. Alors, ça, c'est quand même très, très, très difficile d'avancer avec ça. Mais socialement, oui, je le sens, je le vois, il y a des belles choses qui s'en viennent aussi. Tu parles du show de la Saint-Jean, je peux rien dire pour l'instant, mais il y a un beau show de la Saint-Jean qui s'en vient cette année et OK. de belles choses parallèles par rapport à tout ça. Euh, les Premières Nations, c'est à notre tour aussi de prendre la parole. C'est à notre tour aussi de raconter notre histoire. On se fait toujours raconter l'histoire du point de vue des colons, du point de vue des vainqueurs, du point de vue de... C'est la même chose en Afrique, c'est la même chose en Amérique du Sud, c'est la même chose partout sur la planète, là. Mhm. Aussi, je pense qu'on se doit, dans les écoles, tous les enseignants, ben, vous faites toute votre part tout le monde peut avoir passé des fois un peu à côté du curriculum pour dire, écoutez, regarde, moi, il y a des documents qui existent et vous pouvez vous dire, écoutez, moi, j'ai envie de vous enseigner de cette façon-là. Et, euh, et ça, de plus en plus de gens le font. Ouais. Je suis très C'est optimiste. génial. Ça Ben, tu fait as de probablement mentir. contribué à donner une visibilité, une voix aux Premières Nations. Fait que bravo, merci beaucoup. Merci, Miigwech, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci à toi. Je sais pas si, comme moi, vous êtes tombé sous le charme de Samian, de son franc-parler, de son audace, du fait qu'il a pas peur de dire les choses comme elles le sont. Miigwech, Samian, je te remercie tellement de m'avoir fait une place dans ton horaire ultra chargé d'artistes accomplis avec une carrière florissante. Donc, manquez pas le spectacle de la Fête nationale dont Samian va assurer l'animation avec d'autres artistes québécois. J'espère que la capsule vous a plu. Samian a été très généreux, on a parlé ensemble plus d'une demi-heure. Bien sûr, pour la capsule, j'ai dû couper, mais mes chers abonnés Patreon, je pense à vous. Je vais vous disponibiliser l'entrevue au complet. Donc, tous les morceaux, les bouts que j'ai dû couper, ben, vous y aurez accès, chers abonnés Patreon, pour vous remercier de votre soutien qui m'aide énormément. Si vous avez aimé la capsule, mettez un like. N'hésitez pas à partager pour que, c'est ça, la situation change, là, pour qu'on fasse notre petite part, pour que les communautés autochtones ne soient plus jamais l'entité manquante autour de la table. Donc voilà, merci de votre attention et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!